On a tous une chanson, un film, un livre qui a changé notre manière de voir les choses. Un détonateur qui nous a appris ce qu'on avait dans le ventre. Des regards qui, en se posant sur le monde, ont contribué à le changer. Ces influences sont fondamentales, intimement et collectivement. Elles s'inscrivent souvent bien plus profondément en nous qu'un slogan politique. C'est une sensibilité qui, par sa justesse, est devenue une étincelle. Personnellement, ça a décidé de mon existence entière. Je veux montrer ici ce qu'un artiste engagé peut dévoiler de notre réalité en la regardant en face, à sa manière unique. Les gouvernements autoritaires s'en prennent d'abord à la culture. Les fascistes ne supportent pas la contestation des créateurs, parce qu'ils sentent confusément qu'ils sont plus puissants qu'eux, et que ce sont eux qui raconteront l'époque. Ainsi, Trump insulte Springsteen, on relaie les signatures importantes aux pétitions, les présences aux manifestations, les courageux qui se lèvent pour dénoncer ce qui se déroule en Palestine, comme lors d'un concert récent de Massive Attack. Annie Ernaux vient également de prendre la parole pour dénoncer le génocide à la fin de la Grande Librairie. Montrez ce que c'est une voix qui porte, une influence, un art qui vous bouleverse et vous pousse à l'action, à devenir une voix à votre tour. Un soir, j'ai lancé ce doc, Chaplin et les temps modernes de Gregory Monroe, disponible sur Arte. Parce que les temps modernes, c'est un souvenir indélébile dans ma vie de cinéphile. Même si le film est sorti en 1936, des images reviennent immédiatement en tête quand on réfléchit à la condition ouvrière, aux exclus ou au capitalisme. C'est des plans qui font partie de notre mémoire collective. Le vagabond a toujours été là, dans notre subconscient, pour distiller sa poésie et son sourire sur les infortunés. Chaplin exprimait son puissant humanisme, particulièrement à la sortie de ce film, tourné au moment où le cinéma parlant prenait le dessus sur le muet. Synopsis. Un ouvrier distrait travaille inlassablement à la chaîne, dans une usine aux machines voraces. Surmené, il perd la raison. Détale, détonne et bascule dans la folie. Tour à tour interné dans un établissement psychiatrique, puis écroué pour trouble à l'ordre public, il se retrouve sans emploi. C'est alors qu'il rencontre la gamine, jeune orpheline des rues, en proie aux services sociaux. Ensemble, ils vont tenter de survivre dans un monde hostile, miné par les grèves, les émeutes et le chômage. Je déteste quand les critiques ciné font les résumés des films, sauf dans ce cas. Parce que rien qu'à l'évoquer, on en voit la justesse et la poésie. On constate surtout que c'est une histoire en phase avec les dérives de notre ère. Le travail à la chaîne inhumain qui conduit aux frontières de la folie, le chômage et la survie. C'est une histoire vue du côté populaire, approche qui me rappelle le travail de Howard Zinn que j'ai évoqué dans un épisode précédent. Charlot en est un autre symbole, même si pour ça il faut voir et s'approprier le monde, l'explorer loin des mirages hollywoodiens et des récits stéréotypés. Être n'importe où, sauf à Hollywood. Au cours de son périple, Chaplin capte l'air du temps, celui qui file à toute vitesse, au rythme des innovations technologiques et industrielles. Il croise des hommes politiques, des intellectuels, des scientifiques, et découvre les idées nouvelles qui animent un monde en pleine métamorphose. Une modernité dont il perçoit les dérives. La chose est paradoxale. Le cinéaste s'immerge dans la modernité la plus absolue en usant d'une expression, la pantomime du cinéma muet, en train de disparaître. Son nouveau long-métrage, en toute logique, devrait avoir des dialogues, des moments parlés puisque c'est ce que le public demande. Chaplin hésitera jusqu'au dernier moment à suivre ce progrès. Il est conscient qu'il y risque son âme. Il ne sera jamais aussi universel, aussi génial et inventif qu'en ne parlant qu'avec les corps et les regards. Alors il ne va pas se plier aux attentes commerciales. Les grands pontes des studios sautaient déjà sur l'innovation, produisant des œuvres mégalo et clinquantes. On a toujours comblé le vide avec des effets spéciaux comme seul prétexte. Ça n'a jamais changé. Le progrès a souvent été le seul argument de ceux qui n'avaient rien à dire. Les temps modernes est une œuvre de résistance à cette fatalité, un manifeste poétique tendre et subversif, à contre-courant. Chaplin connaît la raison de ces bouleversements. Un film, un seul, avait suffi à tout changer. Goodbye.
Don't cry. En 1927, le chanteur de jazz avait sonné le glas de toute une époque. Récoltant plusieurs millions de dollars en quelques semaines, le triomphe du premier film parlant de l'histoire faisait d'une innovation une révolution, balayant d'un revers de main les pionniers du 7e art et leur insouciance. C'est un changement d'époque que Chaplin affronte. La plupart de ses contemporains vont être balayés par la tempête de ses innovations. Mary Pickford et Douglas Fairbanks notamment, avec qui il fonda United Artists au début des années 20 pour gagner leur indépendance. 10 ans plus tard, Chaplin doit prouver qu'il est encore pertinent, avec un moyen d'expression dont les codes changent complètement et à toute vitesse. Exister encore au milieu de la tempête et formuler ses nouveaux dilemmes. I come and have my caricature, and I want to know what kind of voice to have, how I'd put a sentence together, what it would be. The spoken word is the most embarrassing thing. The spoken word reduces everybody to a certain glibness, because the voice is so revealing, and it's an artificial thing. Whereas movement is as near to nature as a bird flies. And that's why I knew very well that the pantomime had this great quality which the artist shouldn't be completely revealed. On entend là toute l'intégrité d'un créateur. Ne pas aller dans l'évidence, se tenir non pas dans l'explication mais dans l'évocation. Ça résonne avec notre époque, qui voit le progrès et sa marche comme une fatalité, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle comme un passage obligé, y compris en art. Chaplin, dans cette archive, dit que parfois il faut écouter ce que dit son cœur, son ventre et sa vérité, qui n'est pas forcément celle à laquelle tout le monde se soumet. Parfois, adopter le geste des autres, c'est renoncer à ce qui nous rendait grands et uniques. Le film est une parabole. La modernité, qui force le cinéma à parler, est la même que celle qui a servi les ouvriers. Dans un monde désormais régi par le progrès, le cinéaste fait de la parole un enjeu artistique, autant que politique. Hey! Quit stalling. Get back to work. Avec les temps modernes, Go on. Charlot n'incarne plus le vagabond, mais l'ouvrier. Un nouveau rôle, un nouveau sens, une évolution radicale de sa condition sociale. Ce film est une parabole. Tout est là. On entend souvent ce contresens quand on parle de cinéma. C'est la réalité. Mais c'est pas la réalité. Pas davantage que la peinture doit être fidèle ou un jeu vidéo doit être photoréaliste. Le réalisme en art tend le même piège que l'objectivité en journalisme. À partir du moment où un être humain pose son regard sur le monde, il l'interprète, il le met en scène. Plutôt que de reproduire bêtement la parole, le cinéaste la rend symbolique. Elle devient restrictive, oppressante et dominatrice à travers les ordres que donne un patron désincarné. Il transcende sa contrainte pour en faire une force, un axe de narration. Déshumanisés, humiliés. Dans cette usine caporalisée, les ouvriers sont soumis à la cadence infernale de la chaîne, au service de la seule loi du profit. À contre-courant de la nouvelle industrie du 7e art, le cinéaste s'engage comme jamais. Après avoir résisté à la mécanique de la parole, il résiste à celle des machines. Le cinéaste résiste à la tyrannie des machines qui s'attaquent à ses libertés, la mécanique des temps modernes qui piège le petit ouvrier dans ses rouages. En sommes-nous si loin, nous, les idolâtres piégés dans les reflets de nos écrans et les élans captés par tous les algorithmes? Ne sommes-nous pas seulement les lointains rejetons de cette lutte des classes et cette aliénation que Chaplin mettait ainsi en lumière? L'écho de ces images est encore sidérant et dit l'importance de cette œuvre sans mots. De son tour du monde, il n'a pas oublié la flambée des luttes et des inégalités économiques, le spectacle des manifestations et la répression policière. Il a perçu les dérives idéologiques et la montée des nationalismes. Il a vu comment l'ivresse du pouvoir transforme les hommes en tyrans et les peuples en victimes. Vous les voyez les échos encore? Les manifestations réprimées par les autorités, les idéologies qui dérivent et les pouvoirs qui se font tyranniques. On pourrait faire le même constat dans la semaine et sans doute sortir le même film pour dénoncer le présent. Le pluriel même du titre « Les temps modernes » est spectaculaire en ce sens, puisque ce progrès inhumain,
ces hommes au cœur de fer, il les dénoncera également dans son discours final du dictateur. Il se résoudra à briser son silence à l'heure où il le fallait, en devenant une étincelle, celle d'un espoir farouche et combatif. Toujours en décalage avec le monde qui l'entoure, Charlot provoque l'étincelle qui rassemble, qui bouscule, qui embrase. En faisant de son alter ego un leader involontaire, Charlie plaide en faveur de la justice sociale, de la solidarité et de la dignité humaine. La dignité humaine. Chaplin, on l'a souvent taxé de naïf ou de sentimental. Il était de bon ton de le dire dans les salles de cinéma, de mettre en concurrence le cinéma de Charlot avec le génie de Buster Keaton. C'est ainsi que les spécialistes justifient leur salaire, en créant des chapelles. Mais le réalisateur a connu une enfance défavorisée, pas très loin dans le temps des romans de Dickens. Il connaît cette préoccupation sociale, ce respect du peuple. Charlot, son personnage légendaire, en est le grand symbole et le cœur de son cinéma. Une question sociale, en écho direct à la Grande Dépression qui frappe alors le pays. Le krach boursier de 1929 avait plongé la nation dans le chaos. Les cours s'étaient effondrés, les banques avaient suspendu leurs paiements. Partout, les industriels avaient mis la clé sous la porte. Partout, les commerces tiraient le rideau. Un quart de la population avait brutalement perdu son emploi, sans la moindre indemnité. Avec les temps modernes, Chaplin témoigne de cette crise, l'une des pires de l'histoire des États-Unis. Alors ce film est l'interprétation de la crise et de toutes les crises, la part d'ombre de la révolution industrielle et plus largement du progrès qui a servi les gens, le travail quand il vous brise, les fins de mois qu'on a du mal à boucler. L'histoire de ceux dont on ne raconte pas l'histoire. Les temps modernes, c'est le film qui les a contemplés. Chaplin a su désobéir à ce qu'on attendait de lui pour livrer quelque chose d'intemporel, sans doute à mon avis son plus beau film, son plus libre aussi. Il continue d'être moderne et il a dépassé tous ces artistes qui ne disent plus rien en bavardant sans cesse. Comme elle nous manque, la grâce de son petit vagabond qui ramassait le drapeau pour se joindre, presque par inadvertance et par bon sens, à ceux qui résistaient. L'engagement passe aussi par l'intime, quand doucement le moule auquel on tentait de correspondre se brise. Annie Ernaux est une autrice majeure de notre temps. Elle s'y engage et elle y a pris sa place. Ce n'est pas qu'une signature, une figure tutélaire. Dans ses romans, elle écrit les silences qu'on brise, elle a dit le tabou de l'avortement avec l'événement, elle a décrit l'aliénation du mariage dans La femme gelée. Dans les années, elle détaillait les époques qui tisse une existence. J'ai retrouvé tout ça dans ce doc, co-réalisé avec son fils, Les années Super 8, qui est disponible sur Cinémutin. Ça n'a l'air de rien, les films de vacances ou les photos souvenirs. Pourtant, ils disent nos préjugés, la classe sociale à laquelle on appartient, les idéaux auxquels on croit. Ça montre aussi en profondeur les ambitions d'une femme de lettres qui s'affirme. Cet étouffement insidieux qu'elle subissait dans le modèle d'une famille bourgeoise standard. Annie Ernaux suggère à travers ces images son évolution. Elle dit comment elle s'en est libérée et à quel point c'était nécessaire pour conquérir son existence à elle. Ma mère vivait avec nous depuis la mort de mon père et la vente de son café-épicerie à Yvetot en Normandie. Heureuse d'être accueillie, mais consciente, comme elle nous l'a lancé un jour de colère, de ne pas faire bien dans le décor. À la maison, elle portait presque toujours une blouse à fleurs avec des poches pour y mettre un mouchoir et des morceaux de sucre, peut-être par réflexe de sa pauvreté originelle et la mémoire des restrictions de la guerre. Ma mère, que je brusque et houspille trop souvent, alors que son dévouement affectueux, sans relâche auprès des enfants, me libère. Ne pas faire bien dans le décor, disait sa mère. La silhouette de cette vieille dame, je l'ai connue dans mon enfance, dans celle de mon arrière-grand-mère, vêtue de la même blouse. C'est troublant, parce que ces femmes sont le symbole d'une France différente, d'une époque où le décor et même les habits rattachent à une condition immuable, à laquelle on ne pouvait échapper. On y naissait et on y mourait. Le temps semblait alors passer plus lentement et d'une manière plus immobile. Ces femmes étaient laborieuses et silencieuses. La mère d'Annie travaillait, ne correspondait pas exactement au cliché de la mère au foyer, dévouée à ses enfants. Pourtant, dans sa vieillesse, c'est ce rôle qu'elle a semblé tenir. Les filles de ces femmes, bien souvent, allaient les venger, en affirmant leur voix, en ne s'effaçant pas dans le décor.
Derrière tout cela, je mets aujourd'hui une autre réalité. Celle des après-midi où, quand je n'ai pas cours, j'écris, en secret. Un roman qui raconte comment les études, la culture, m'ont séparé de mon milieu populaire d'origine. En secret, parce qu'il m'est impossible d'en parler à mon mari, encore moins à ma mère. Ce qu'il y a d'important, ce ne sont donc pas les images que l'on voit, mais tout ce qu'elle ne montre pas. Son écriture clandestine, elle l'exerce contre son propre milieu. Cette sensation de secret dissimulé, c'est peut-être le vrai nom de la mélancolie qui envahit souvent à la découverte des vieilles photos. Ce grand mensonge, cette propagande que l'on oppose au monde pour correspondre aux clichés du bonheur qu'on attend de nous. L'essentiel, l'art qui nous fait vibrer, on n'en parle pas. C'est passé sous silence. L'écriture apparaîtra au mieux comme un violon d'Ingres, quelque chose qui ne cadre pas avec cette vie, celle où on se déguise à chaque anniversaire ou à chaque Noël, en étouffant du plus fort qu'on peut les élans du cœur. Le moment du voyage qui nous a donné le sentiment d'être animés dans l'histoire en train de se faire, c'est celui où, autorisés à visiter le palais présidentiel de la Moneda, nous avons vu Allende sortir de son bureau. Avec 2 ministres, il a développé durant 1 heure ses mesures révolutionnaires. La terre rendue aux paysans, la nationalisation du cuivre et du charbon, la distribution de lait aux enfants sous-alimentés. Ces gens étaient en voyage, des Européens qui profitaient du tourisme de masse. Tout un monde s'ouvrait à la classe moyenne qui pouvait se l'offrir. C'est Philippe Ernaud, l'époux d'alors de l'écrivaine, qui tient la caméra et met en scène les souvenirs. Le commentaire d'Annie, écrit des années plus tard, les contextualise et les détourne de leur fonction première. On y entend sa conscience politique, qui s'affirme, sa lucidité au scalpel. Ce doc devient un oxymore. L'innocence de ces séquences de voyage, ces stéréotypes, cette banalité même, on pourrait les retrouver dans n'importe quelle famille. Mais le regard aigu, clinique et sans affect de l'écrivaine, sa voix, font que ces séquences ne mentent pas. On sent le bruit du monde et la tempête que ça éveille en elle. Sa révolte qui sommeille. À Valparaiso, dans la brume, j'étais incrédule de me trouver là, au bout du monde. Je sentais aussi que ce voyage au Chili était en train de bouleverser quelque chose dans ma vie, de m'obliger à me rappeler la promesse que je m'étais faite à 20 ans. J'écrirais pour venger ma race. Écrire pour venger ma race. En voyage, souvent, on ressent ce paradoxe. Loin de tout ce qu'on connaît, on se trouve face à soi et à ses pensées profondes, débarrassés de tout le quotidien qui nous parasite. Peut-être que c'est là qu'on devient le plus nous-mêmes, qu'on respire le plus profondément, dégagé du boulot et des obligations qui nous étouffent, que l'on renoue avec le temps quand on le sent vraiment s'écouler et qu'il n'est pas ligoté par des cases d'agenda, d'étranges parenthèses d'existence détachée. Peut-être pour Annie était-ce l'endroit pour se rappeler de ses rêves, de ses ambitions dans toute leur pureté. Peut-être que c'est là qu'elle a puisé ses envies de roman. Ce film, en tout cas, le donne à ressentir. Ces paysages, nous les croyons immuables. Nous n'imaginons pas qu'ils puissent être un jour menacés par la pollution, cette notion tout juste naissante. Seule la mise en service prochaine d'une centrale nucléaire le long du Rhône suscitait la crainte et la colère. Nous ne croyons pas vraiment les prédictions des écologistes. René Dumont fera moins de 2% à l'élection présidentielle de 1974. Et nous voterons François Mitterrand. D'autres vacances donc, dans ces campagnes que les citadins des années 70 redécouvraient avec candeur. Alors la conscience politique écologique naissait en France, même si elle était encore timide. Parce que devant ces paysages immuables, la fin du monde tel qu'on le connaissait semblait une hypothèse farfelue. On allait mourir dans cette permanence comme nos grands-parents. On commençait à avoir vaguement conscience de la pollution, d'accord, mais on allait quand même voter socialiste comme toujours. L'an 2000, c'était dans longtemps. Mon enfance à moi, c'était ça aussi. Sans doute beaucoup des vôtres. En regardant ces séquences, j'éprouve autant de nostalgie que de remords devant ces avertissements qu'on a pris au sérieux trop tard. C'était ça l'ancien monde et l'abondance. Qui aurait pu prédire qui disait ? Nous n'avons rien vu de l'Albanie 1975, mais peut-être ni plus ni moins que les milliers d'estivants qui affluent aujourd'hui vers ces plages de l'Adriatique. Le pays est devenu la première destination touristique des Balkans, tandis que ses habitants, depuis 1989, ne cessent de le fuir, attirés par l'image d'un bonheur dont nous-mêmes, autrefois,
si tenus à l'écart de la population que nous ayons été, ou peut-être à cause de cela, nous leur avons donné l'envie. Dans les corps tranchés pour touristes, les Français en goguette se promènent dans leurs décors de cartes postales soigneusement organisés pour eux, dans ce mirage colonial fabriqué pour les conforter dans leur certitude. Mais toujours il y a ce contrepoint de vérité dans la voix off qui les contemple. Elle dit en quelques phrases sèches l'exploitation par les oisifs, ce nouveau visage de la domination capitaliste. On imagine les conversations replètes de ceux qui reviennent d'un pays sans rien avoir vu. Mais la lucidité dans la voix blanche d'Annie ne permet pas cette désinvolture. La femme à l'image semble toujours se demander ce qu'elle fait là. Dans mon journal, j'écris qu'on ne plaisante pas avec les sports d'hiver, la fondue savoyarde. Je me sentais la spectatrice de ce qui allait devenir pendant plusieurs années un rituel d'hiver et pour moi un devoir de plaisir. On voit Annie Ernaux juste avant qu'elle ne devienne la femme qui s'échappe de sa condition, la prisonnière de son devoir de plaisir. Ce sont les dernières images de la femme somnambule avant qu'elle ne soit reconnue et que dans le même mouvement, son ménage se fissure. On aperçoit parfois sa silhouette au sourire un peu gêné, toujours se tenant presque à l'écart du groupe, même quand elle est au milieu, avec ce regard qui prenait note de tout. Faut toujours se méfier de ceux qui ne font pas de tapage. Ils portent en eux des révolutions. Ça fait pas forcément de bruit un cataclysme, mais plutôt qu'une épouse et qu'une mère, diluées dans ses fonctions, ces livres diront un jeu farouche et véridique, une femme qui ne serait plus gelée. Il y aura en revanche fort peu d'images de l'intérieur de la maison et plus du tout de repas d'anniversaire, plus de moments d'intimité familiale filmés. Je décèle aujourd'hui dans cette absence un signe négligé alors quand nous regardions tous ensemble la dernière bobine, le signe de lien en train de se distendre. La lassitude de nous filmer traduisait celle d'un couple de bientôt quarantenaires, d'un modèle de vie qui pesait autant à l'un et à l'autre. Quand on filme un paysage et plus des personnages, c'est que l'image de la famille n'est plus assez forte. Les enfants ont grandi et les épouses sont épuisées. C'est la fin des années 70 et leur désillusion peut-être qui a fini par faire imploser la famille. Dans les livres d'Annie, l'intime est toujours relié à l'époque. En nous, l'histoire se joue toujours un peu, avec les mêmes échos et les mêmes conséquences. Sur la plage, j'étais portée par la certitude d'aller au bout du livre que j'avais entrepris depuis peu, sur mon histoire de femme assignée depuis mon mariage au rôle de nourricière, de gestionnaire silencieuse de l'intendance, alors que j'avais été élevée dans l'idée de ma liberté et de mon égalité avec les hommes. Elle est sortie d'une vie sur pilote automatique. Sur cette plage déserte, Annie soutient enfin fièrement l'objectif, sans lui concéder un sourire de défaite. Ce film dit sans en avoir l'air la libération d'une femme, son évolution aussi, les cocons qu'il lui a fallu briser pour devenir fière. La vie, c'est souvent long et surtout pas monolithique. On vieillit. Il faut les tenir sur tout un destin, nos révoltes. Parfois, elles deviennent des malédictions. C'est ce constat étrange et fascinant qui ressort du film de Raoul Peck, consacré au photographe Ernest Cole. Il a montré dans sa jeunesse la réalité de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a été reconnu et célébré pour son art. Peck en a fait un portrait intime, avec un commentaire à la première personne, basé sur les journaux et les archives de Cole. On entre dans l'intimité d'un artiste maudit, dans sa complexité aussi, parce qu'un humain n'est jamais le symbole d'une seule cause. Ce que j'ai vu ici au cours des 3 dernières années m'a prouvé que je me trompais. Exposer la vérité à tout prix est une chose, mais passer sa vie entière à chroniquer la misère, l'injustice et la cruauté en est une autre. Ce genre de mission est à peu près la seule que les magazines d'ici veulent me proposer, parce que le sujet de mon premier livre traitait de la question de la race, de la couleur de ma peau, une caractéristique accidentelle, et du fait que j'ai subi l'enfer sur Terre, qu'est l'Afrique du Sud, et que je m'en suis échappé. L'homme total ne vit pas qu'une seule expérience. L'homme total ne vit pas qu'une seule expérience. Ernest Cole a été enfermé dans un sujet, la race et l'inégalité. Il aurait voulu dépasser ce stade. Il n'y est jamais parvenu. Parce que partout où son regard s'est posé, notamment aux États-Unis où il s'est exilé, il a retrouvé la même injustice. Sa vie est une tragédie de l'exil aussi, autant qu'une quête impossible, celle d'un bonheur ou d'un réconfort qui s'éloignait au fur et à mesure qu'il le poursuivait. Il n'a pas su briser cette fatalité.
Demonstrations against the South African government's strict apartheid policies. At Sharpsville, an industrial township, thousands gather outside a police station in protest against new laws requiring every African to carry a pass at all times. S'est ému cette semaine des sanglants incidents dont l'Afrique du Sud a été le théâtre. Sharpeville, police fired into a crowd of unarmed demonstrators killing 69, including women and children. Cette révolte des Noirs matés au fouet et à la mitrailleuse est un sursaut contre une ségrégation raciale que l'Afrique du Sud refuse toujours d'abolir. Ernest Cole vient de ce monde-là, violent et ségrégationniste. Ça s'est imprimé sur sa rétine à l'heure où il s'éveillait au monde. Peut-être ça a conditionné sa lecture de la réalité. Inspirer la puissance de ses photos. Cette injustice, c'était sa source. Ce colonialisme qui affirmait partout la supériorité des Blancs sur les Noirs. En Afrique du Sud, c'était ce racisme qui était au pouvoir. Il avait la peau noire, il ressentait dans sa chair le scandale des scènes terribles et ordinaires qu'il photographiait. En Afrique du Sud, un black spot, tache noire, est un bidonville voué à l'éradication parce qu'il occupe une zone dans laquelle les Blancs souhaitent s'étendre. Le gouvernement qualifie de résorption de bidonville une relocalisation de ce genre et vante volontiers ces grands ensembles immobiliers comme la solution humanitaire à une pénurie aiguë de logements. Mais l'Africain sait qu'il ne fait qu'échanger le bidonville qui était son chez-soi contre la prison stérile d'un ghetto d'État. Ces taches noires que les dominants éradiquent. Je les regarde, saisissant d'actualité sur les clichés de Cole. Ça résonne dans le présent de la Cisjordanie et ses bulldozers israéliens que l'on a déjà évoqués en découvrant No Other Land. Le démon du colonialisme n'est jamais si spectaculaire que lorsqu'il est montré frontalement, dans l'évidence de ses exactions. Les photos d'Ernest deviennent ici une charge en elles-mêmes et se passeraient de commentaires. L'Africain n'a pas non plus le droit de se promener dans les rues de son pays. Sa présence dans les zones urbaines blanches est tolérée, tant qu'il fait son travail. Le reste du temps, il est un intrus, sauf s'il a son passeport de référence. Sans ce document, un noir n'est rien. Il ne peut pas obtenir un emploi, trouver un logement, se marier, ni même aller chercher un colis à la poste. C'est cette humanité-là qui est opprimée par les lois et les contrôles incessants. Il faut s'estimer heureux d'être là. On peut être arrêté pour n'importe quel motif. Dans ces pays, l'existence ne tient qu'à un fil. La liberté est conditionnelle. Chaque façade, chaque silhouette noire et laborieuse semble le rappeler. Et le racisme, c'est finalement ça. Une prison à ciel ouvert et une suspicion universelle. On arpente les mêmes rues, certes, mais on n'évolue jamais dans le même monde. Même au tribunal, l'Africain doit attendre. Mais lorsque son tour arrive, la justice est rapide. Les prisonniers sont conduits par petits groupes dans la salle d'audience. Puis, un par un, sont appelés à comparaître. Une bonne vieille coutume britannique subsiste dans le système pénal sud-africain. Le fouet. En 1963, selon les registres méticuleusement tenus, 83 206 coups de fouet ont été administrés à 17 404 prisonniers. On fouettait encore les gens dans les années 60 en Afrique du Sud, comme pendant l'esclavage. Chaque visage exprime la souffrance, la résignation et la colère froide. Ce qu'aucune bande d'actualité ne peut saisir, ce qu'aucun mot ne peut contenir. Je frissonne devant ces portraits, ces regards que j'y croise. La tyrannie s'inscrit sur les visages. La puissance de l'artiste, c'est ce frisson-là. Je deviens l'autre. L'Afrique du Sud est une terre de signes. Une séparation totale des organismes publics en fonction de la race. Pour chaque Africain, les signes oppressants sont toujours présents. Parfois, le panneau ne porte que le mot « marchandise ». Mais si vous êtes noir, vous savez que cet ascenseur est pour vous aussi. La dépravation de l'apartheid. Un système morbide de séparation.
Comment faire partie du monde quand tout vous exclut, quand à chaque porte, à chaque endroit, il y a un chemin d'exception qui vous est réservé, une pancarte. Comment ne pas se sentir rejeté d'office, simplement spectateur d'un théâtre cruel et absurde. Il y a cette distance dans l'œuvre du photographe. Il ne prend aucune part à ce qu'il contemple, il en témoigne. Mais ça s'imprime en lui. Et c'est ce rôle paradoxal qui raconte la douleur d'Ernest Cole. Il n'a pas baissé les yeux devant sa réalité, mais il en a absorbé toute l'amertume. La peur du noir chez l'homme blanc et tout ce qu'elle symbolise pour lui. Le teint rôde sans répit. Sa haine éclate à la moindre provocation. Un faux pas, quelque chose qu'il imagine être un affront, un geste malencontreux ou un mot de trop, et il vous tombe dessus en ennemi bouillant de rage, enhardi par son immunité. Tous les Noirs ont vu des Blancs, hommes et femmes, se comporter ainsi. Peut-être n'ont-ils pas tous été victimes d'intimidation, de menaces, de bourrades, de crachats, de gifles ou de coups. Mais tous ont été injuriés. La peur du noir et de la différence, on y revient. Ce remords violent, cette honte qu'il y a au fond de l'intolérance et de la mauvaise foi. La monstruosité sommeille toujours dans l'homme de la rue. Ça dépasse de très loin un contexte ou même un pays. Chaque être photographié devient davantage que lui-même. Il devient symbole de l'humanité entière, jusqu'à ses parts d'ombre. Exactement comme dans les livres de Annie Ernaux. Notre siècle parle par notre corps. La richesse de l'Afrique du Sud repose sur ses grandes ressources minérales. Diamants, platine, fer, cuivre, uranium et or surtout. Ces mines livrent environ 70% de la production en or du monde dit libre. La force brute, la force travail, est fournie par les Africains. Les recrues venant de partout convergent vers l'énorme dépôt de l'Association pour travailleurs indigènes de la Witwatersrand à Johannesburg. C'est là qu'elles sont traitées et affectées aux mines où elles travailleront pendant toute la durée de leur contrat. L'une de ces recrues vous dira « Je rentrerai chez moi quand la sécheresse sera terminée. » Mais elle ne se termine jamais. Ernest Cole, en montrant ces mineurs, nous tend un miroir. En ça, il est subversif car il souligne que le racisme décomplexé n'est que le paravent d'une vérité première. Les esclaves existent encore et les pays riches en profitent. Bien souvent, ils sont le terreau des plus grands rêves capitalistes. Ainsi, quand le photographe quittera son pays natal pour se réfugier aux États-Unis, c'est à ce même démon qu'il sera confronté. Son exil ne deviendra alors qu'un prolongement aux injustices qu'il fuyait. Mais pourquoi ai-je ce sentiment de trahison ? Le monde ne voulait pas d'art, pas de livres sur la condition humaine. C'était plus qu'un pamphlet politique. Il n'a pas été conçu pour être un instrument de croisade contre l'apartheid. Il s'agissait de mon existence en Afrique du Sud et de celle de millions d'autres personnes. Cette insatisfaction, sans doute tous les artistes devenus des porte-voix de leur peuple ou de leur génération l'ont ressenti. C'est un malentendu et un rôle dont ils n'ont pas forcément voulu, mais ils ont touché un nerf. Le photographe rejoint en ça quelqu'un comme Bob Dylan qui se rebiffait quand on le repeignait en prophète du temps où il soulevait l'hystérie. C'est dur d'avoir une étiquette. Et je suis pas sûr qu'Annie Ernaux, également couronnée d'un Nobel de littérature, n'ait pas trouvé cette consécration incongrue. Comme Ernest Cole, ces gens finalement ne disent que ce qu'ils voient. C'est peut-être une chose dont ils n'ont pas forcément conscience. Ils sont bien peu nombreux, ceux qui assument d'avoir un vrai point de vue. Eux mettent leurs pensées sur le monde. Du coup, ça change l'horizon, ça inspire, ça donne des mots ou des images dont on avait collectivement besoin depuis longtemps, des codes qui nous manquaient. Je vous vois. Je vous vois tous les jours. Peut-être que d'autres ne vous voient plus. Vous trouvent trop commun, pas assez exotique. On ne vous regarde même plus. Pour moi, tout est nouveau. Chaque sourire, chaque regard, fixant l'appareil photo ou l'évitant, regardant ailleurs,
comme s'il n'existait pas. Tout est là au fond. Ces artistes regardent simplement autour d'eux, comme s'ils découvraient tout, comme si leur vie n'avait pas déjà été vécue par d'autres, comme un étranger découvrant un pays dont il ne parlerait pas la langue, avec la franchise directe des enfants. S'engager, c'est peut-être honorer cette part d'enfance intacte, quand le bien et le mal ne sont pas devenus des concepts alambiqués, quand on ne se repose pas sur des convictions apprises par cœur. Le point commun de ces 3 docs est de ne pas se soumettre à l'évidence, ne pas forcément faire de cinéma parlant quand on maîtrise le muet, dévoiler les pensées qu'on cachait sur des films de famille en Super 8, montrer les scènes quotidiennes d'un pays raciste. C'est élever la voix pour de vrai, s'exposer pour dire le monde tel qu'il nous bouleverse, entrer en résonance avec des millions d'autres, refaire humanité parce qu'on a investi notre vie, parce qu'on a osé dire « je ». Si vous avez aimé revisiter avec nous les figures de ces artistes engagés, abonnez-vous à Blast et au mois prochain pour un nouveau Doc Doc Doc.